Salut les geeks, salut les geekettes, aujourd'hui c'est mardi, dans 101% avec Benoît, puisqu'avec Davy nous pratiquons l'alternance. Au sommaire de cette émission, on aura une critique de jeu, ce sera Etrian Odyssey. Ensuite, il y aura la minute pour parler d'eux. Viendra après la rubrique Retro and Magic consacrée à Sparkster. En français, la rubrique Rétro et Magique consacrée à Sparkster. Ben, tout de suite, de toute façon, on va voir les news, des petites infos, comme ça on saura tout sur tout. Voilà. On commence aujourd'hui avec quelques images de StarCraft 2, la suite du jeu à la popularité la plus endurante de tous les temps. On sait qu'on se fait du mal, car les jeux Blizzard sont ultra longs à sortir, et donc là ce n'est pas pour tout de suite. Mais bon, StarCraft 2 quoi. Hail, it's about time. Voici maintenant une invention fort intéressante, qui a été développée pour l'armée américaine, toujours en mal de communication sur le terrain. Ce n'est rien de moins qu'un ballon gonflable qui fait office d'antenne satellite avec liaison internet. Ce n'est pas prévu pour tout de suite en version abordable, mais ça donne des idées pour avoir le Wi-Fi au camping. Pour les accros de la miniaturisation, VIA a lancé un nouveau format de carte mère PC, le Pico ITX, qui représente 10 cm sur 7. Pour avoir une meilleure idée de la taille de ces bestioles, des Japonais en ont déjà fait rentrer dans un boîtier de Game Boy. Quand on pense qu'il y a quand même la vidéo intégrée, Mario Party 8, le premier épisode prévu pour la Wii, sera disponible en France à la fin du mois. On aura l'occasion de revenir dessus plus en détail. Les choses commencent à bouger sur PSP au niveau des tacticals, avec déjà Jeanne d'Arc, le jeu de Level 5, l'éditeur de Dark Cloud et Dragon Quest 8. Sorti au Japon en novembre dernier, Jeanne d'Arc sortira en Amérique cet été. Peut-être bientôt en France ? On parlait tout à l'heure de StarCraft 2, voici maintenant des images de Hellgate London, le nouveau jeu développé par les ex-employés de Blizzard à l'origine de la série des Diablo. Et leur premier jeu ressemble pas mal à Diablo, mais on ne va pas s'en plaindre. La grosse différence, c'est bien sûr la vue à la première personne en 3D, qui peut dérouter les habitués. Mais vu le passif des développeurs, on peut leur faire confiance. Bon, nous ici, on aimerait on critique tout. Alors, qu'est-ce qu'on a critiqué aujourd'hui? Eh bien, on a critiqué Etrian Odyssey. Ouais, Etrian Odyssey, qu'est-ce que c'est? Ben, Etrian Odyssey, c'est un RPG à l'ancienne, vous allez voir ça. Et en plus, il y a une très jolie musique de Koshiro Yuzo. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers Wizardry ont marqué les joueurs japonais. Ce véritable ancêtre du dungeon RPG, et même du RPG en général, continue non seulement d'avoir des suites dans l'archipel nippon, et ce malgré l'extinction de la franchise en Occident, mais d'inspirer de multiples titres au gameplay similaire. Fortement ancré sur le marché des jeux de niche destinés à un public de hardcore gamers, Atlus prouve avec son dernier titre, Seikaiju no Meikyu, ou Etrian Odyssey dans sa version américaine, que c'est parfois dans les très vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Surtout lorsqu'elles sont concoctées par une Dream Team comprenant le créateur de Trauma Center, Niino Kazuya, le scénariste de Shin Megami Tensei, Komori Shigeo, et le compositeur de légende, Koshiro Yuzo. Les légendes racontent qu'un grand royaume fut jadis détruit et recouvert par la forêt. Aussi, lorsque les habitants de la paisible petite ville d'Etria découvrent aux abords de leur chaumière l'entrée d'un tentaculaire labyrinthe végétal, les esprits des aventuriers de tout poil s'échauffent et ceux-ci voient déjà les ruines du royaume légendaire prétendument gorgé de richesses. Pour remettre un peu d'ordre dans cette ruée vers l'arbre, les dirigeants d'Etria, les Rada, décident d'interdire l'entrée du labyrinthe aux guildes d'explorateurs non reconnus par leur autorité. La gloire ou l'oubli sont à la clé, car le dédale arboricole a de nombreux secrets à livrer à celui assez téméraire ou inconscient pour en braver les périls. Etrian Odyssey surprendra les joueurs habitués au RPG japonais moderne par la simplicité de son scénario qui se révèle minimaliste, efficace et sans fioritures, mais réserve malgré tout quelques bonnes surprises.
Autre différence de taille, le joueur crée son équipe de toutes pièces au début de la partie. Un procédé bien connu des joueurs PC, mais moins répandu sur console. Pour créer ses aventuriers, dont un maximum de 5 peuvent être inclus dans l'équipe, le joueur pioche parmi 7 classes de départ, pour le moins classique. Le Langsnert est le guerrier basique et bourrin. Le Protector, un paladin axé sur la défense de ses compagnons. Le Survivaliste est un archer aux multiples talents. Le Dark Hunter, un assassin capable d'infliger divers statuts aux ennemis. L'Alchimiste, un magicien au sort dévastateur. Les chants du troubadour permettent d'augmenter les capacités de l'équipe. Et le médic aura la lourde tâche de tenter de garder ce petit monde en vie. Chaque classe a ses compétences propres et son utilité. De fait, il est bien difficile de se décider pour une formation en début de partie, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de solution. Ainsi, l'équipe dont vous suivrez les pérégrinations dans cette critique est composée de 2 protectors, 2 alchimistes et 1 survivaliste. Les avatars des personnages sont pleins de charme et contribuent grandement à l'identité graphique du titre. Le joueur fera sans cesse l'aller-retour entre la ville d'Etria, dans laquelle on navigue via une série de menus, et le labyrinthe en 3D fort joliment fait dans lequel on se déplace case par case en vue subjective. La ville propose les commodités classiques. Pharmacie pour acheter diverses potions et ressusciter les personnages, magasin vendant des armes, armures et accessoires, taverne pour récupérer des quêtes secondaires, le Rada Hall où l'on récupère les quêtes principales nécessaires à l'avancement du scénario, et enfin l'auberge pour se reposer et sauvegarder. Cela a son importance, puisqu'à l'exception de points précis à certains étages du labyrinthe, il est impossible de sauvegarder à l'intérieur de celui-ci. Cela contribue bien sûr grandement à la difficulté du jeu. Car oui, Etrian Odyssey est un jeu difficile. Les ennemis aléatoires rencontrés dans le donjon sont déjà redoutables en début de partie, mais l'on rencontre bien vite des ennemis encore plus dangereux, appelés FOI. Ces semi-boss hantent le labyrinthe et sont quant à eux visibles sur la carte du donjon, ce qui permet de les contourner ou de tenter de les feinter. Mais certains vous traqueront sans relâche et ajouteront une bonne dose de stress à l'exploration du dédale. Enfin, les FOI les plus puissants sont les boss, qui sont aussi mortels et imposants qu'on peut l'imaginer. Les points de compétence chèrement obtenus à chaque franchissement de niveau d'expérience ne doivent pas être dépensés au hasard, sous peine de se voir trop régulièrement en situation de game over. Le jeu vous renvoie alors au village sans les objets récupérés et l'expérience gagnée, depuis votre dernière sauvegarde. Dur. Le déroulement des combats proprement dit est là encore très classique, au tour par tour. Les combats ne rapportent pas d'or, mais des matières premières qu'il faudra revendre à la boutique locale, contre des devises dans le même ordre d'idées. C'est la revente de ces matières premières qui débloquera de nouveaux équipements sur les étals du magasin. Le farming est donc part intégrante du gameplay. Cela pourrait faire d'Etrian Odyssey un petit jeu teigneux apte à subvenir aux seuls besoins des nostalgiques de l'âge d'or des dungeon RPG. Si ce n'était l'inclusion d'une trouvaille de génie, la cartographie. Alors que le joueur explore et visite les donjons, il devra utiliser l'écran tactile de sa DS pour dessiner au fur et à mesure la carte des régions explorées, en plaçant les couloirs et murs, portes et coffres, événements et monstres grâce à un système d'icônes bien pensé. Et pour peu que l'on se prenne au jeu de l'exploration, on ressent une vraie envie de descendre toujours plus bas dans les tréfonds du labyrinthe, pour en cartographier les moindres recoins. À coup sûr, la grande idée du titre. Etrian Odyssey est un jeu à l'ancienne, qui réjouira les nostalgiques d'une époque où les RPG étaient simples et durs, et ne nécessitaient pas de doctorat en métaphysique pour en apprécier le scénario. Le titre aurait pu être l'un des tout meilleurs jeux de la DS, si ses concepteurs avaient inclus quelques concessions au grand public, comme par exemple un simple quick save, évitant de devoir refaire tout le trajet jusqu'au village pour pouvoir enfin sauvegarder. En leur absence, le jeu est victime de sa difficulté, qui l'empêchera de séduire les joueurs les moins endurcis. Pourtant, il y a dans le gameplay du titre une grande richesse, parfois occultée par son apparente simplicité, et son caractère addictif est bien réel. Nino Kazuya disait vouloir qu'on se rappelle d'Etrian Odyssey comme le dernier grand dungeon RPG. Peut-être que ce sera effectivement le cas, mais quel dommage qu'il n'en ait pas plutôt été la résurrection. Peut-être pour une éventuelle séquelle. Bon, ben, c'est rond, ça se mange, il y a une fève dedans. C'est bon? J'ai fait combien? 5 secondes? Je sais pas comment ils font pour en parler pendant 1 minute. Bonjour
aujourd'hui, dans 1 minute, pour parler on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler de la galette des rois. Et en plus, cette saison. Non, non, pas du tout. Non? Non. On n'est pas en février? Non. En janvier? Non. Ah bon? Ah, c'est parce qu'a écrit mon assistante, alors je raye, hein, et je lui casserai le bras droit. Ça lui apprendra cette chipi. Alors, donc, vous êtes Jean-Michel Hottenbroek. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes un boulanger royaliste. Ah non, pas du tout. Moi, en fait, depuis que je suis tout petit, on me dit t'es vraiment le roi des cons, alors que j'ai jamais eu la fève. C'est totalement injustifié. Oui. Donc vous n'êtes pas boulanger? Non, je suis pas boulanger, non. Écoutez, je raye aussi, hein, et je casserai le bras gauche de mon assistante, hein, puisqu'il en restait un, hein. C'est vraiment une chipi. Donc, en gros, bon, alors, vous êtes un con? Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Oui, mais quand même, vous mangez de la galette, quand même. Oui, alors Ah moi, oui, ah bah oui. Moi, à partir de fin décembre Oui. jusqu'à début mars, Oui. je mange que ça et à tous les repas. Et jamais j'ai eu la fève. Tout le temps. Tout le temps, chaque année, c'est pareil. Bah dis donc, on peut dire que vous chiez la frangipane, quand même, hein. Ouais, Vous avez des bons gros kilos de frangipane, hein. On peut dire ça comme Oui. ça. Parce qu'en plus, moi, comme j'ai jamais la fève, des fois, je me dis, je l'avale par inadvertance. Alors du coup, je trie mon caca. D'accord. Une fois, j'ai cru que j'avais trouvé une fève. Oui. Et non, en fait, c'est un de mes plombages. Ah. On peut dire que quand même, dans la vie, il y en a certains qui ont vraiment pas beaucoup de chance, hein. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire ça. Et vous en faites partie. Ouais, c'est vrai. Mais alors, mais quand même, la galette des rois, c'est la fête. Ouais, c'est Ah ouais. c'est super. C'est super festif. Avec moi. Wouh. C'est la fête. Voilà. Et donc, alors, on m'a dit, il y a une petite puce à l'oreille qui m'a dit, ou un petit doigt, je sais plus, il m'a dit que vous collectionnez les galettes. C'est-à-dire que vous congeliez les galettes des rois, les bons millésimes, et que vous les gardiez pour les manger plus tard, un peu comme des gens collectionnent les bonnes bouteilles de vin. Exactement, alors totalement, c'est exactement ça. C'est comme les grands crus. Oui. Je les congèle Oui. et comme ça, je peux les manger tout au fur et à mesure de l'année. Magnifique. Je mange les meilleurs. D'ailleurs, Oui. là, je Oui. viens d'en décongeler une de 98. Ouh, vous me donnez faim. Si ça vous dit qu'on la partage tous les deux, J'adorerais, mais pas avec vous. je comprends. Hum. Excusez-moi. Oui. Vous êtes qui? Je suis Super Nanny. Ah, je Jean-Michel, Jean-Michel, regarde-moi dans les yeux. Je veux un jouet. Jean-Michel, regarde-moi dans les yeux. On ne crie pas, Jean-Michel. On ne crie pas. Maintenant, regarde. On va faire un grand planning pour savoir toutes tes tâches ménagères. Regarde. Là, tu fais la vaisselle. Là, tu fais popo. Pas en même temps, Jean-Michel. Les enfants, ça vous dirait non, Fernandel. Marcel. Fernandel. Marcel, ça te Fernandel. dirait qu'on aille chasser la barre taverne avec ton père? Fernandel. Ouais, j'imite mal l'oncle Jules. C'est pas Fernandel? C'était l'oncle Jules, mais je le fais mal. Non, mais qui jouait l'oncle Jules? Fernandel? Non. Ah. Ah oui, c'était vraiment mauvais. Mais Fernandel connaissait Marcel Pagnol, Ah ouais? le vrai. Ah ouais? Bon, je vais pas vous expliquer comment ça se passe, hein, un petit coup de nostalgie. Oh, ce vieux jeu, il était tellement bien, j'aimerais tellement y rejouer. Alors bon, on ressort sa console, on cherche sa cartouche partout, on retrouve la cartouche quand on l'a pas encore vendue, on la met dans la console, et puis on commence à jouer. Et au bout de 2 secondes, on se dit, c'est trop dur, pourquoi? Et puis c'est tellement, par rapport au jeu de maintenant. Ben nous à No Life, on a osé le faire, on a osé reprendre un vieux jeu. Dans la rubrique rétro et magique, on a joué à Sparkster. Vous allez voir. Il y a des jeux qui font forte impression à leur sortie et sombrent ensuite dans l'oubli. C'est le cas de la saga Rocket Knight Adventures, une série de jeux de plateforme sur 16 bits signée Konami. À sa sortie à la fin de l'année 1993 sur Mega Drive, Rocket Knight Adventures fit l'unanimité comme l'un des tout meilleurs jeux de la console de Sega. Ce ne furent pourtant pas sa technique irréprochable, la qualité de ses graphismes ou sa durée de vie conséquente qui surent, à l'époque, séduire son public, mais bien son gameplay accrocheur. Le héros du jeu, un opossum chevalier du nom de Sparkster, est en effet équipé d'un jetpack qui lui permet de se propulser dans toutes les directions pour fendre l'ennemi de son épée laser. Le jeu se renouvelait sans cesse, enchaînant des séquences d'anthologie, châteaux en flammes, boss gigantesques, séquences de shoot 'em up et même combats de mecha.
Un an plus tard sortait Sparkster Rocket Knight Adventures 2, en sortie simultanée sur Mega Drive et Super Nintendo. En dépit de leur titre commun, il s'agissait de jeux très différents. La version Mega Drive proposait une expérience plus nerveuse, plus rapide que le premier opus. Une fois de plus, la variété était au rendez-vous, malgré un bémol de taille, des graphismes pauvres et criards qui ne soutenaient pas la comparaison avec l'original. Cette fois-ci, Sparkster affrontait un sorcier homme-lézard, tout droit sorti d'un pulp de Robert E. Howard, et obtenir la vraie fin du jeu demandait de trouver au fil des niveaux les divers fragments d'une épée magique, à la manière des émeraudes de Sonic. La comparaison ne s'arrêtait d'ailleurs pas là, puisqu'à l'instar du hérisson bleu, Sparkster revêtait alors une armure d'or pour le combat final. Par ailleurs, la musique de Sparkster était composée par Yamaoka Akira, dont c'était la première collaboration avec Konami et à qui l'on devra quelques années plus tard la musique de la saga Silent Hill. Beaucoup plus proche de l'épisode fondateur en termes de gameplay, la version Super Nintendo de Sparkster a semble-t-il hérité de toute l'attention des graphistes de Konami. Cette suite, en forme de remake, est un régal pour les yeux. Les possesseurs de la Super Nintendo n'ayant pas connu le premier jeu sur Mega Drive en auront eu pour leur argent. Pour les autres, il y avait quand même un vague sentiment de déjà joué. Maintenant, je retourne me coucher. Au revoir.